Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce podcast. J'accueille comme ça Madame Kembo. Bonsoir Madame Kembo. Bonsoir. Kembo, c'est une maman, c'est une auteure de plusieurs livres dont L'art d'être parent que vous voyez ici présentement. Nous l'accueillons sur notre plateau aujourd'hui pour qu'elle nous donne un peu ses outils. Elle nous parle de son livre, elle nous parle un peu de son expérience de parent et de la parentalité en général. Donc, merci Madame Kembo d'avoir cette entrevue avec lui. Je vais vous laisser le soin de vous présenter à notre audience. Merci déjà de m'accueillir sur votre plateau. Je suis Hermine Kembo, elle l'a dit. Je suis maman d'abord. Je suis aussi auteure. En plus de ça, dans la vie professionnelle, je veux dire que je suis magistrate. Et j'ai servi à la fois dans les juridictions, mais aussi au niveau stratégique, au niveau du ministère de la Justice, notamment au Cameroun. Et au-delà de ça, j'ai une expérience internationale dans le domaine des droits de l'enfant, en tant que membre du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Ok, waouh. Quel magnifique parcours. Merci beaucoup Madame Kembo. Donc Madame Kembo nous dit comme ça qu'elle est magistrate. Elle fait partie du comité africain des droits sur le bien-être de l'enfant et elle défend tout ce qui tourne autour des droits de l'enfant dans le fond. Donc nous sommes chanceux de l'accueillir ici aujourd'hui pour qu'elle nous partage son expérience de parent et pour qu'elle donne quelques outils qui vont aider ici un parent à améliorer sa relation avec son enfant. Et comme ça, vous demandez Madame Kembo de nous dire un peu c'est quoi l'élément déclencheur par rapport à votre livre L'art d'être parent. D'où vous vient l'inspiration d'écrire ce livre-là, L'art d'être parent? L'inspiration, c'est d'abord ma propre expérience de parent, mais c'est aussi la difficulté des parents que je rencontre quotidiennement dans l'exercice de mon métier. Parce que dans l'exercice de la profession, notamment de magistrat, on reçoit les enfants qui sont en difficulté. Donc toutes ces difficultés rendent compte aussi des difficultés qu'ont eu les parents dans le cadre de ces enfants. Et je me suis dit, si l'on investissait plus en amont, c'est-à-dire sur les parents, si on leur donnait davantage d'outils, peut-être qu'on n'aurait pas au niveau des tribunaux une masse importante d'enfants. Donc mieux vaut investir en amont que de dépenser davantage de ressources en aval. Même en dépensant ces ressources en aval, on n'aura pas le même résultat. Donc j'ai voulu agir ainsi au niveau de la prévention. Au niveau de la prévention, ok. Donc si je comprends bien, vous venez ici nous dire que dans ce livre, vous expliquez, vous donnez des outils aux parents d'abord, c'est-à-dire donc chaque parent doit d'abord s'évaluer c'est au niveau de ses capacités, si je comprends bien, fonction en tant que parent. Ok. En tant que parent, au quotidien, on rencontre beaucoup de défis et il me vient comme ça à cœur de vous demander quoi les défis qu'un parent peut rencontrer au quotidien dans l'éducation de son enfant. Quelles sont les stratégies que vous pouvez lui donner pour les défier dans ce sens-là? Je pense que le premier défi du parent, c'est de se connaître lui-même. Se connaître lui-même et ensuite savoir que l'enfant est une personne de choses. Le parent se connaître lui-même. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que trop longtemps, on a pensé être parent allait de soi. On grandit, on a des enfants plus ou moins par choix et on pense comme ça que dès qu'on a un enfant, on est automatiquement parent. On est peut-être géniteur. On doit apprendre à devenir parent en se connaissant soi-même parce que la connaissance de soi nous ouvre aussi à la connaissance de l'autre. La connaissance de soi parce qu'on est parent en référence avec l'éducation que l'on a reçue. Cette référence-là peut être d'un impact plus ou moins important sur l'éducation que l'on voudra donner à ses enfants. Si l'on a soi-même vécu une relation épanouie avec ses parents, on aura tendance à transposer cette expérience-là dans l'éducation de nos enfants. Si on a eu une expérience moins bonne avec ses parents, on peut avoir deux choix. On peut, par ignorance, par paresse, transposer complètement ce modèle-là sur nos enfants. Et là, on en fera des personnes frustrées. On peut aussi décider complètement de changer de cap, travailler sur soi pour apprendre à progresser avec les enfants. C'est la première chose, se connaître soi-même. La deuxième chose, c'est connaître l'enfant. Quand je dis connaître l'enfant, lorsqu'on a un enfant, on ne peut pas avoir la prétention d'emblée parce qu'il y a ce qu'on appelle, je veux dire, l'enfant rêvé. Lorsqu'on n'a pas encore eu son enfant, on le rêve sous toutes les coutures. On le rêve beau, on le rêve grand, on le rêve en toutes les dimensions. Mais lorsqu'on a un enfant, lorsqu'on l'a dans ses bras, alors là commence l'apprentissage de la relation avec une personne qui d'abord pourrait être considérée comme l'appendice du parent. Et ça, ce serait une erreur. Il faudrait que le parent considère l'enfant comme une personne qui est en croissance, mais qui est pleinement une personne. Okay. Lorsqu'on a cette approche-là, on peut adapter les différents outils à l'éducation de ces enfants. Et l'adaptation de ces outils dépend également du niveau de développement de l'enfant. Parce que
L'approche que vous avez avec un bébé, c'est pas la même approche que vous avez par exemple avec un adolescent ou un jeune adulte. Cette dimension-là. Donc deux choses, se connaître également. Ok, wow, merci Madame Kembo. Donc Madame Kembo nous dit comme ça que pour surmonter les défis en tant que parent, on doit tout d'abord se connaître soi-même en tant que parent, faire un travail sur soi. Et dans son livre, elle nous propose des outils à cet effet. En se connaissant soi-même, on assume mieux son rôle de parent. Et en deuxième, et puis la connaissance de soi nous ramène, si j'ai bien compris, à l'éducation que nous-mêmes on a reçue de nos propres parents. Cette éducation peut être soit ce qu'on transmet, on décide de transmettre à nos enfants parce qu'on l'a acquis, bien évidemment, et on pense que c'est inné, donc on le transmet juste. Soit qu'on décide de changer complètement, c'est-à-dire de se bâtir un nouveau modèle en partant de la formation, en partant des apprentissages autour de nous et en se servant des livres comme les vôtres pour se cultiver et pour s'améliorer dans son rôle en tant que parent. Et une autre chose, c'est que connaître également l'enfant. Bien entendu. Connaître l'enfant pour pouvoir interagir avec lui, pour pouvoir lui offrir une meilleure éducation et en comprenant tout d'abord les étapes du développement de l'enfant. Ainsi, on doit savoir interagir pas avec un enfant de 2 ans, tout comme on interagit peut-être avec un enfant de 10 ans ou un adolescent. À chaque niveau, il y a des challenges en tant que parent. Ok, good, merci. Maintenant, que pensez-vous de la parentalité d'hier versus la parentalité d'aujourd'hui? Que penser? Je veux dire que chaque époque a ses réalités et nos parents d'hier avaient les mêmes difficultés que nous rencontrons. C'est vrai qu'avec le développement notamment de la technologie et autres, il y a de nouveaux défis. Mais les parents avaient les mêmes difficultés, les mêmes questionnements. Comment former une personne autonome, capable de se prendre en charge? C'est le défi de tous les parents, le défi fondamental de tous les parents. Maintenant, en fonction du lieu où l'on se trouve, en fonction des niveaux de développement où on se trouve, les outils sont adaptés et les réponses sont adaptées. Je prends un exemple. Lorsque vous avez par exemple à éduquer un enfant en milieu rural, j'ai suivi par exemple des aînés qui donnaient leur expérience en termes de jouets. Les jouets, ils les fabriquaient eux-mêmes. Ils fabriquaient leurs jouets eux-mêmes. S'ils avaient besoin d'un vélo, ils le fabriquaient. Et ça également, je veux dire, c'est une étape d'apprentissage. Lorsque vous avez besoin d'un véhicule, vous alliez couper les bambous, vous arrangiez et vous rouliez sur les véhicules. Maintenant, lorsqu'on arrive dans un environnement qui propose ces jeux-là, qui sont déjà fabriqués, maintenant ça dépend de notre choix. Est-ce qu'on veut apprendre à l'enfant? À partir de là, on choisit le type de jouet que l'on veut pour l'enfant. Donc, hier, nos parents se fabriquaient eux-mêmes leurs jouets. Aujourd'hui, nous acquérons des jouets pour nos enfants en fonction de ce que l'on veut leur faire apprendre. Donc, c'est le même défi, c'est le défi de former les personnes autonomes. Maintenant, les outils sont différents. On entre dans le cas des nouvelles technologies avec une génération de parents qui est un peu en retard par rapport aux enfants. Vous avez des enfants qui naissent aujourd'hui complètement immergés dans la technologie et c'est un parent qui ont des longueurs de retard. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le parent, avec son vécu, a toute la conscience qu'il faut. L'enfant n'a pas la conscience qu'il faut pour s'ouvrir à ce monde-là. Si le parent ne se met pas au niveau de l'enfant, pour pouvoir lui transmettre cette dose de conscience qui va lui permettre de prendre conscience de la réalité de l'environnement, de la capacité à décider de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas, les enfants seront complètement en paix. Et donc le parent, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut également qu'il s'arrime, comprendre qu'est-ce que l'enfant fait sur les écrans, qu'est-ce que l'enfant fait sur les réseaux sociaux. Si le parent ne comprend pas, le parent ne pourra pas. Il y aura deux mondes parallèles, le monde du parent, le monde de l'enfant, qui ne se rejoindront jamais. Et quelles conséquences ça peut avoir au niveau de son autorité vis-à-vis de son enfant, ou encore quelles conséquences ça peut avoir au niveau même de la relation entre les deux, si je peux dire ainsi. La relation entre les deux, c'est que vous pouvez en arriver à un niveau où chacun vit dans son monde, où l'enfant est complètement immergé dans un monde digital, où il se construit sa personnalité, où il se socialise, et le parent complètement déconnecté et qui n'arrive pas à guider l'enfant dans cette démarche-là. Donc, à ce moment, le parent subit juste. Le parent subit parce qu'il a un enfant qui a une double personnalité. Une personnalité complètement modulée par le monde digital et une autre personnalité qui est présente notamment dans sa relation avec son parent et qui ne pourra pas, dévoiler toutes les potentialités de son être. Je veux dire, de ce point de vue, les parents, on doit également devenir des apprenants et se donner la peine. Se donner la peine d'apprendre. Pour pouvoir toujours avoir un contrôle
niveau de l'éducation de l'enfant. Tout à fait. Ok, parfait, merci. C'est très bien dit. Merci beaucoup. Donc, il y a également une autre problématique qui se pose au niveau des défis avec les adolescents. Beaucoup de parents rencontrent ces difficultés-là avec leurs jeunes adolescents. À l'âge de l'adolescence, ils ont tendance à vouloir s'affirmer et parfois ils s'opposent complètement à ce que les parents veulent ou attendent d'eux. Quelle attitude avoir en ce moment? Quelle attitude en tant que parent? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle attitude le parent doit adopter face à cet adolescent qui commence à devenir, qui inquiète d'affirmation? Ce qu'il faut dire, c'est dans la compréhension de l'enfant, le parent doit comprendre que c'est normal. C'est la période d'adolescence. C'est une période par laquelle nous tous nous sommes passés. Et parfois, le parent a tendance à oublier que lui-même est passé par là. Donc, la compréhension d'abord de ce qui arrive à l'enfant, la compréhension de ce que l'enfant ne s'oppose pas parce qu'il est contre le parent. L'enfant s'oppose parce qu'il est en recherche de sa propre personne. C'est ça. Et en tant qu'il est en recherche de sa propre personne, il y a comme un processus de déconstruction de tous les acquis qu'il a eu précédemment. Et il est comme ça, il devient comme ça, ouvert à toutes les influences. Donc, ce que le parent doit faire, c'est d'avoir de l'amour d'abord et de l'empathie pour l'enfant. Comprendre qu'il est en construction. Deuxième chose, il y a également que le parent doit pouvoir poser le cadre. Ok, ça c'est bon. Le parent doit pouvoir poser le cadre parce que tout compte fait dans la relation entre le parent et l'enfant, c'est le parent qui a la responsabilité de l'enfant. Il doit poser le cadre, mais le poser avec fermeté d'abord, mais aussi avec beaucoup d'amour et d'empathie. Parce qu'un enfant qui n'a pas de cadre, c'est un enfant qui va aller dans tous les sens et qui va se perdre. Il faut pouvoir être en capacité de guider son enfant et de le guider avec beaucoup d'amour et d'empathie. Il y a quand même des parents qui mettent cet encadrement-là et malgré ça, l'enfant réussit quand même à outrepasser ces règles-là. Et parfois, certains parents se lassent et laissent faire l'enfant. Que pensez-vous de cela, de ce cas-là? On dit souvent qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Je pense que lorsque le parent à un moment se sent dépassé, il faut que le parent demande de l'aide. Il faut que le parent demande de l'aide. Parce qu'au-delà du parent, il y a une communauté. Au-delà de la communauté, on a des professionnels qui sont formés pour prendre en charge les problèmes. Donc il faut éviter de s'enfermer dans un tête-à-tête avec l'enfant. Lorsqu'on se sent dépassé, il faudrait demander. Il faut demander de l'aide. Ça, c'est très important, justement, parce qu'on est dans une société qui offre quand même des ressources qui permettent justement à ces parents-là qui se sentent dépassés par la situation de se référer à ces endroits-là et de conduire l'enfant pour ne pas perdre justement le contrôle. Parce que justement, certains parents ont tendance à laisser faire leur enfant et puis les enfants peuvent l'éducation ne dépend plus du parent dans tous les cas. Puis l'enfant se sent dispersé dans son éducation et ça peut donner autre chose. D'où l'importance de ce que j'appelle le système de soutien. Il faut un système, vraiment pour éduquer un enfant, il faut un système de soutien. Et le système de soutien peut être familial, le système de soutien peut être communautaire, le système de soutien peut même provenir des ressources étatiques. Il faut savoir bâtir son système de soutien, savoir à quel moment nos ressources ne sont plus à même de pouvoir prendre en charge les problèmes de l'enfant. Ça, c'est très important à savoir parce que justement, on a tendance à vouloir tout contrôler en tant que parent. Pourtant, il y a des ressources auxquelles on peut se référer, mais que nécessairement, on ne va pas toujours vers ces ressources-là, peut-être par le regard extérieur parfois, peut-être par rapport aussi aux valeurs, à nos propres valeurs en tant que personne et d'où est-ce qu'on vient par rapport aux valeurs. Tout ça fait en sorte qu'on n'a pas toujours tendance à aller vers ces ressources-là, mais quand même, ces ressources-là sont importantes et il est important de le savoir qu'il y a des ressources pour les parents et des enfants qui se sentent dépassés par la situation. Parfait, merci. Est-ce que vous pouvez nous partager votre propre expérience? Quels sont vos défis? Quels sont les défis que vous avez rencontrés avec vos propres enfants jusqu'à présent et comment est-ce que vous avez réussi à les surmonter? Les défis, ils sont nombreux. Il faut nous partager 3 défis que vous avez vécu avec vos enfants. Et comment est-ce que vous avez réussi à... Et ils sont nombreux. Le premier défi, lorsqu'on a des enfants et lorsqu'on a une fratrie, c'est de savoir que chacun a son individualité. Et comment je vais dire? Parce que les parents ont tendance à dire tous nos enfants, on les aime de la même façon. Ça peut être vrai. Chaque enfant vient avec son individualité et doit être pris dans cette individualité-là parce que l'accompagnement que le parent offrira à l'enfant ne sera un comportement adapté que si le parent tient en compte quelle est l'individualité, quelle est l'identité. Le premier défi,
c'est celui-là, c'est de savoir, parmi tous ces enfants, quelle est l'identité de chacun. Un parent doit pouvoir être capable de savoir quelle est l'identité de chacun, parce que en fonction de l'identité, il y a des tâches que vous savez que vous ne confierez pas à tel, parce qu'il n'y arrivera pas. Et vous confiez telle tâche plutôt à tel autre, parce qu'il a plus de capacité pour y arriver. Et ça vous permet de voir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, de chacun. Donc j'allais dire que pour les défis, puisque vous me les avez demandé, le premier défi par exemple c'était le défi de l'adaptation. Le défi de l'adaptation. Parce que j'ai par exemple changé de système scolaire et elle devait aller dans un système scolaire notamment anglophone. Ici au Québec, vous savez également, vous avez un système francophone et par ailleurs vous avez un système. Donc elle change de système. Okay. La difficulté, elle n'arrivait pas à s'adapter. En tout cas, on a constaté que les premiers jours, on s'est posé la question, est-ce qu'on a bien fait de changer le système? L'adaptation était à quel niveau? Au niveau social, au niveau de la langue, au niveau... les premiers jours, elle ne comprenait rien. Okay. Il n'y avait rien, elle revenait de l'école, cahier blanc, tout blanc, et il n'y avait rien. Première semaine de l'école. Et ce changement s'est fait à quelle étape de son parcours scolaire? Lorsqu'elle passait de la maternelle au primaire. Okay. Première semaine, rien. Il s'est posé la question, est-ce qu'on la maintient dans ce système ou on la remet dans le système original? Ça, c'était l'un des défis. Je veux dire que j'ai opté pour faire confiance à la capacité d'adaptation et la laisser dans ce système et s'adapter dans le système. Mais à ce moment-là, il fallait décider. Il fallait décider, tout à fait. Deuxième défi, c'est le défi de l'adolescent. L'enfant commence. Quand l'enfant fait montre d'un manque de volonté complet, d'un manque d'engagement dans ce qui comment le pousser? Comment est-ce que c'est ça? Comment réagir? Comment le pousser? Comment le pousser? Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait trouver notamment des ressources extérieures. Des ressources extérieures en termes de membre de famille, mais aussi des ressources extérieures en termes de psychologue pour pouvoir évaluer votre enfant et vous dire quelle est la difficulté, quel est le problème. Okay. C'est ça. Okay. Donc il y a ces défis-là. Il y a aussi, comment je veux dire, le défi de la... Et vous avez été satisfait du résultat? Je veux dire que le psychologue, les soutiens, notamment familiaux, vous êtes quand même vous êtes à progresser. Okay. Mais cela, je veux dire que cela ne vous décharge pas de votre responsabilité première en tant que parent d'effectuer le suivi. Parce que toutes ces personnes ne viennent qu'en soutien. La responsabilité première, c'est votre responsabilité. Donc, quel autre défi? On a par exemple le défi de savoir quel type de mesures disciplinaires prendre pour les enfants. Est-ce qu'on y va avec la méthode forte? Est-ce qu'on y va avec des méthodes douces? C'est quoi la méthode forte? La méthode forte, pour nous, nos parents, on était passés par la méthode forte. On était bien fouettés. Ok, donc la méthode forte, c'est l'utilisation du fouet pour redresser l'enfant. Oui, okay. Oui, je sais que lorsque je dis ça ici, vous allez, moi je veux dire, vous allez sursauter. Mais oui. Tu vois? Parce que cette terminologie est une terminologie qui allait dire irrecevable. Irrecevable, tout à fait. Irrecevable dans ce contexte. Oui, c'est compréhensible. Parce que lorsqu'on analyse notamment les impacts de cette méthode, on avait affaire, j'allais dire, à une méthode qui peut s'assimiler au dressage. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Oui, et je veux dire que c'est l'une des méthodes les plus faciles, parce que c'est l'une des méthodes qui absout le parent de sa propre remise en cause. De sa propre remise en cause. Oui, c'est ça. C'est la voie facile de sortie du parent. Oui, mais ça n'éduque pas pour autant l'enfant. Ça n'enseigne pas. Ça n'enseigne pas, parce que j'ai dit, il faut que le parent travaille d'abord sur lui. Tout à fait. Parce que les agissements de l'enfant amènent le parent à s'interroger sur son type de parentalité. S'il y a notamment tout type de parentalité. Et donc si on ne sait pas dans quel registre on est, ce sera très 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 compliqué. Parce que vous avez le type de parent négligent qui permet tout à l'enfant. Vous avez le type de parent autoritaire qui est dans les normes à l'excès. Fixer les normes à tout bout du champ. Et vous avez aussi un type de parent qu'on appelle le type de parent démocrate qui parfois permet la discussion. Notamment avec les enfants. Donc si vous ne vous interrogez pas sur quel type de parent je suis, parce que je veux dire que entre parent et un enfant c'est une relation. Tout
tout à fait. Ce sont des émotions qui passent, qui s'échangent. Ce sont des influences réciproques. L'enfant interagit avec le parent, il agit sur le parent, il reçoit aussi, j'allais dire, les ondes que le parent émet. Donc parfois, la réaction de votre enfant peut traduire le type de parent que vous êtes. Et donc, et doit nous amener à nous interroger sur quelle relation est-ce que vous avez avec vos enfants. Okay. Si je comprends bien, au niveau de la discipline, vous avez opté pour quoi alors? Pour, j'allais dire une discipline, pas la méthode du foie parce que ça, j'ai abandonné, mais une discipline adaptée. Okay. Une discipline adaptée, c'est-à-dire une discipline qui allie les récompenses à la fois positives, mais aussi des sanctions. C'est important. Parce qu'il faut garder le cadre. Et quel type de sanctions on peut par exemple choisir? D'abord, les sanctions qui n'affectent pas l'intégrité physique de l'enfant. Okay. C'est fondamental. Parce que si vous attentez à l'intégrité physique de l'enfant, vous êtes peut-être le canal par lequel l'enfant vient au monde, mais l'enfant n'est pas votre propriété. Tout à fait. Ça, c'est très important. L'enfant n'est pas votre chose. C'est une personne. Ouais. C'est une être humain. Il a droit à son intégrité. Il a droit à son intégrité. Parce que vous avez des sanctions qui vont jusqu'à priver l'enfant de sa vie. Parce que si vous tuez un enfant, la société vous demandera des comptes. Ouais, encore là. Voilà. La société vous demandera des comptes. Si vous portez atteinte à l'intégrité physique de l'enfant, la société vous demandera des comptes. Donc il y a l'intégrité physique, il y a aussi l'intégrité morale. Ouais. Une sanction ne doit pas avoir vocation à humilier. À humilier l'enfant. Parce qu'humilier l'enfant, c'est entraîne une perte d'estime de lui-même. Tout à fait. Parce que le parent, je veux dire, la vocation de la sanction, c'est de permettre à l'enfant de grandir. Et non de le rabaisser et donc de le diminuer. Donc d'office, les sanctions qui portent atteinte à l'intégrité physique de l'enfant, morale de l'enfant, à exclure. Maintenant, les sanctions qui aident l'enfant à grandir, c'est celles en fonction également. Et les sanctions, c'est aussi toujours en fonction du niveau de développement de l'enfant. Tout à fait. Elles doivent être adaptées également au niveau de développement de l'enfant. Au niveau de développement de l'enfant. Ok. C'est ça. Donc, mais ça veut dire que ça à l'intégrité ni physique, ni morale. Parce que ces deux extrêmes viennent jouer sur l'estime de soi de l'enfant et dégradent même au final la relation que vous êtes en train de bâtir avec votre enfant. Donc, il est important de prendre déjà conscience de cela et de s'adapter en connaissance de cause. D'où ma prochaine question, c'est quels sont les moyens de communication adaptés qu'un parent peut avoir avec son enfant? Bien entendu, toujours dépendamment du niveau du développement de l'enfant. C'est pas simplement le niveau du développement de l'enfant, c'est aussi la personnalité de l'enfant. Au niveau de la personnalité aussi, ok. Oui, parce qu'on a un type de communication en fonction également de type de personnalité. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'on a globalement, en termes de personnalité, 4 types de personnalités. Ça a des personnalités qui sont tellement joyeuses. Ça a des personnalités qui sont des personnalités, j'allais dire, on appelle ça des personnalités normatives. Elles, si vous faites ce qui est dans le cadre, vous ne faites pas ce qui est dans le cadre. Vous avez des personnalités qui sont au milieu. Parce que vous avez un enfant qui vous met la joie à la maison. Oui. Qui vous met la joie à la maison. Avec elle, vous ne communiquerez pas de la même façon qu'un enfant qui est dans le type de personnalité normative, qui est assez sérieux, posé. Donc, en fonction de son type de personnalité, vous adaptez également la communication avec. Le problème, c'est d'abord de définir quel est le type de personnalité de votre enfant. Et de 2, de définir quel type de communication. Il y en aura qui, en termes de communication, seront tactiles. Il y en aura qui, en termes de communication, seront visuels. Oui. Il y en aura d'autres qui, en termes de communication, auront plus la mémoire auditive. Donc, c'est en fonction de ça. Je dis que on ne communique pas de la même façon avec tous les les êtres humains ne sont pas tous calibrés de la même manière pour pouvoir développer les techniques de communication identiques avec d'autres. C'est en fonction, j'allais dire. Et même nous les adultes. Oui. Lorsque tu rencontres une personne avenante, une personne joyeuse, je veux dire que cette personne te donne la possibilité parfois. Tu ne t'ouvres qu'à une personne en qui tu as confiance. Tout à fait. Tu ne t'ouvres qu'à une personne en qui tu as confiance. Et si on ne développe pas avec nos enfants cette capacité d'avoir confiance en nous, nos enfants nous échapperont. Ils communiqueront ailleurs. Ils communiqueront avec des personnes vers qui, les personnes qui les considèrent, les personnes avec lesquelles ils se sentent en sécurité et les personnes avec qui ils peuvent avoir confiance. Ok. Donc, ma prochaine question est quelles sont les clés que vous donnez à un parent qui cherche à bâtir une relation saine avec son enfant? Comment il faut aimer son enfant? Je sais que tous les parents disent qu'ils aiment leurs enfants. Mais oui, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un parent qui va nous dire qu'il n'aime pas son enfant ici? Oui.
Il y a des parents qui n'aiment pas. Quel pourcentage? Il y a des parents, et plus qu'on en pense. Ok. Les parents qui n'aiment pas leur enfant. Pourquoi? Je veux dire que l'enfant est comme dans la trame de l'histoire. L'enfant arrive à un moment donné. Et l'enfant peut arriver dans votre vie parce que vous avez choisi ce type d'enfant-là. Vous ne l'accueillez pas de la même façon qu'un enfant qui vous est par exemple arrivé par accident. Par accident. Parce que ça, tous les parents le savent. En tout cas, les mamans le savent. Les mamans savent quel enfant est arrivé par choix. Quel enfant est arrivé par accident. Oui. Les mamans savent aussi, j'allais dire, quel enfant elle n'aurait pas voulu avoir. Okay. Je veux dire, c'est dès la conception de l'enfant. Dès la conception de l'enfant. Qu'on commence à construire et à bâtir la relation avec l'enfant. Vous avez des enfants qui étaient des enfants espérés. Vous avez des enfants qui étaient des enfants surprises. Des invités de la dernière heure que personne n'attendait, mais qui sont là, avec. Et vous avez des enfants dont on ne mais dès qu'on les a. Je veux dire que cette expérience de la conception, parce qu'on choisit de garder son enfant, c'est une expérience, j'allais dire, c'est du déjà là. Maintenant, il faut construire l'avenir. C'est aussi en fonction, j'allais dire, des ressources mentales du parent. Il faut que le parent assume cette conception. Le parent n'a pas assumé cette conception. On aura des répercussions sur l'enfant. Quoi qu'on dise, c'est déjà à partir de ce niveau-là. Donc, vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut dire que les parents n'aiment pas les enfants? Donc, voilà les cas, par exemple, où les parents... Oui. Ou vous pouvez dire que les dons. Comment est-ce qu'on a accueilli l'enfant? Ça joue. Et lorsque vous êtes dans un couple, est-ce que les deux parents ont accueilli l'enfant de la même manière? Est-ce qu'il y en a un qui n'était pas totalement d'accord, qui a rejeté, qui a refusé, qui a fait ça? Tous ces éléments jouent, commencent à entrer en ligne de compte dans la relation avec les parents. Donc ça également, c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger, ok. Bon, mais quand même, 3 clés, quand même, un parent aimerait entendre ici 3 clés pour quand même l'aider à, supposant qu'il a beaucoup d'amour envers son enfant et qu'il veut vraiment bâtir cette relation saine-là. 3 clés. Première clé, amour et empathie. Deuxième clé, connaître son enfant. Et connaître son enfant, on a dit à divers degrés de développement. Et savoir qu'on ne traite pas un enfant comme un adolescent, ni comme un jeune adulte. Notamment, savoir également quel type d'accompagnement on va faire avec l'enfant. Est-ce que en termes de sanctions positives aussi, mais aussi en termes de sanctions négatives. Comment est-ce que, par exemple, en termes de sanctions positives, vous avez par exemple des incitations. Il faudrait que les parents soient en capacité de récompenser, d'inciter les enfants à faire mieux. Récompenser, c'est-à-dire pouvoir féliciter l'enfant pour les progrès qu'il accomplit. Ouais, encourager l'effort. Encourager l'effort. Inciter, l'amener à faire mieux. Mais il y a également que les parents doivent pouvoir, en termes de paroles, avoir des paroles bienfaisantes et bienveillantes pour leurs enfants. Parce que la parole détruit. La parole est un couteau à double tranchant. Elle peut construire, mais elle peut déconstruire. Ok, waouh. Merci. C'est très, très édifiant. Donc, j'aimerais également vous poser cette question. Que pensez-vous des parents qui veulent à tout prix développer une relation amicale avec leurs enfants, peut-être pour pensant qu'ils vont avoir peut-être le contrôle de tout ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Maintenant, que pensez-vous des parents qui pensent qu'il faut développer une relation amicale avec son enfant pour pouvoir mieux contrôler certains aspects de sa vie? Relation amicale avec l'enfant, oui. Mais je dis dans toute relation entre le parent et l'enfant, le parent doit savoir que c'est lui la personne adulte. Relation amicale avec l'enfant, oui, pour pouvoir aider dans les échanges. Relation amicale avec l'enfant, oui, mais pas pour tout contrôler. L'enfant est une personne et je veux dire que chaque personne a à différents niveaux. Il y a des niveaux de la personne que l'on ne pénètre pas, même si l'on est le parent. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux il y a des niveaux dans la personnalité qui sont, comment je veux dire, sont propres à la personne. Le parent doit pouvoir respecter également, respecter cette limite, ne pas faire de l'intrusion. Ne pas faire de l'intrusion. Ok, parfait, merci. Merci. Donc, un parent peut développer une relation amicale il doit développer une relation amicale avec son enfant. Une relation de proximité. Une relation de proximité. Une relation amicale, parce que l'amitié suppose quoi? L'amitié suppose une relation pratiquement égalitaire.
Mais la relation entre un parent et un enfant n'est pas une relation, n'est pas une relation égale. Justement, ça, c'est l'équivoque que j'allais lever Voilà. pour dire que la relation amicale, c'est aussi à double tranchant. Ça dépend de comment est-ce que le parent se positionne dans cette relation-là. Et moi, je dirais même que il est mieux pour le parent d'avoir un environnement sain dans sa relation avec son enfant. Ça permet en sorte que l'enfant qui se sent en sécurité et qui se sent écouté, qui se sent mis en confiance, on va dire comme ça là, aura tendance à s'exprimer, à être dégagé, à faire ressortir ses sentiments sans culpabilité ou bien sans peur ou sans ressentir qu'il est jugé. Donc, c'est ce que je peux également apporter. Ok. Que de belles stratégies pour nos parents. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ici, qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune parent, à un parent à une personne qui veut se lancer dans le processus de parentalité, mais qui a peur, c'est-à-dire qui a peur et qui se demande les défis, c'est trop grand pour moi, est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que direz-vous à ce jeune, cette personne-là qui veut s'embarquer dans ce processus-là, mais qui a peur? Que direz-vous pour l'encourager aujourd'hui? Je commencerai par la fin. Je dirais qu'on n'apprend pas à nager en étant hors de l'eau. Tu vois, on peut le dire. Toutes les techniques de nage qu'on apprendra, on ne les mettra à l'œuvre que lorsqu'on sera dans l'eau, que lorsqu'on est dans l'eau. Comme quoi, il faut se jeter et se mettre en apprentissage, comme vous avez dit au début de votre propos, se jeter à l'eau et se mettre en apprentissage et que le parent aussi ait confiance en ses capacités. Tout comme un enfant qui apprend, le parent est aussi dans un processus d'apprentissage. La parentalité, je veux dire que c'est un processus d'apprentissage continu. Tout à fait. C'est un processus d'apprentissage continu. On n'a jamais fini d'apprendre lorsqu'on est avec un enfant. Parce qu'un enfant, comme je l'ai dit, est une personnalité à découvrir. Une personnalité à découvrir, une personnalité qui évolue aussi, et nous devons évoluer avec lui dans ce processus-là. Nous devons cheminer avec lui dans ce processus-là. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à dire comme ça autour du livre L'art d'être parent? Je veux simplement dire le plaisir qui a été le mien de pouvoir partager, mon expérience et quelques clés dans le livre. Le livre pourra être disponible à l'adresse que vous allez notamment donner aux personnes qui vont vous suivre. Ok. Donc, on a comme ça le livre ici, L'art d'être parent, que vous voyez ici. Et le livre se trouve... est-ce qu'il est disponible sur Amazon, le livre? Oui. Ok, le livre est disponible sur Amazon, il est aussi disponible sur le site internet. Sur mon site internet, et donc j'allais donner l'adresse. Je peux donner l'adresse? Oui, c'est pas votre adresse. Le site internet c'est www.kembohermine.com. Ok, www.kembohermine.com. Ok, chers parents, procurez-vous le livre L'art d'être parent, une pépite de Madame Kembo qui nous partage son expérience en tant que parent et qui nous donne également plusieurs stratégies que nous pouvons utiliser au niveau de la communication avec nos enfants, que nous pouvons également utiliser pour nous connaître nous-mêmes en tant que parents, pouvoir mieux agir avec nos enfants. C'est quoi votre mot de fin, Madame Kembo? Mon mot de fin pour, j'allais dire, les parents qui se retrouvent peut-être dans l'environnement qui est le vôtre, du Québec, et surtout pour les parents issus de l'immigration, c'est peut-être le défi de pouvoir élever leurs enfants en tenant compte de leurs valeurs et en n'oubliant pas de lui. Ok, merci beaucoup pour cet échange très très enrichissant. Donc merci les parents et à très bientôt.